Une nouvelle phase de l'histoire des Coupes d'Europe s'est ouverte cette semaine avec la Ligue des Champions 2024-2025. Pour les 3 Coupes d'Europe, fini le format que l'on connaissait depuis plusieurs décennies, fini les groupes, place désormais à une poule unique et un format inédit où chaque équipe joue des adversaires différents, 4 à domicile, 4 à l'extérieur pour la C1 et la C3, 3 à domicile et 3 à l'extérieur pour la C4. Les tirages au sort d'il y a quelques semaines nous ont réservé des affiches sulfureuses et matchs palpitants entre rivalité ultra et matchs politisés, amitié ou antagonisme et précédents. Voici les 10 matchs à ne pas manquer sur cette phase de Ligue de Coupe d'Europe générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va parler Coupe d'Europe. La Ligue des Champions a repris cette semaine avec son tout nouveau format, l'occasion ainsi de parler Coupe d'Europe et matchs chauds bouillants à suivre dans cette phase de Ligue, une phase de Ligue historique. On verra ce que donne ce nouveau format dont on attend de voir bien évidemment toutes les attentes pendant cette saison. Il va y avoir donc 10 matchs à suivre pour moi dans cette vidéo. L'idée, vous me connaissez, c'est pas de parler de Bayern, Barça, Leverkusen, Milan ou PSG, Manchester City, les énormes chocs, mais d'évoquer les matchs aux gros enjeux extrasportifs, souvent extrasportifs parce qu'il y a des rivalités, de la politique des précédents. Et vous allez voir que bon nombre d'entre eux seront en Ligue Europa ou en Conference League. Je vous avais suggéré d'ailleurs cette vidéo sur X. N'hésitez pas à me suivre, le lien est en description. Avant de commencer notre tour, un immense merci parce que ça y est les amis, ça y est, on est officiellement 40 000 sur la chaîne. Bah, c'est un truc de dingue et ça fait super plaisir en ce début de nouvelle saison sur YouTube d'avoir passé ce cap. Si vous découvrez la chaîne ou si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, surtout vous abonner bien sûr, c'est le meilleur moyen de me soutenir dans mon projet, de faire grandir cette chaîne. On la fait grandir tous ensemble. Installez-vous bien confortablement les amis, on est parti. On commence avec un match de Ligue Europa, match qui aura lieu le 25 septembre, un match sulfureux, un match chaud bouillant. J'avais déjà eu l'occasion de parler de la rivalité gréco-turque lors d'une vidéo de la saison passée, ce Galatasaray-PAOK. Je ne vous fais pas de dessin, il y a un clivage historique très fort entre clubs grecs et turcs et ce clivage il se retrouve directement dans l'histoire et l'ADN du PAOK, ce club fondé par les réfugiés grecs d'Asie mineure qui ont quitté l'Anatolie et Istanbul au début du XXe siècle avec la guerre gréco-turque et la turquification du pays menée par Mustafa Kemal. Je vous renvoie, comme je l'ai dit, à ma vidéo sur le sujet. Revenir à Istanbul, à Constantinople comme on dit en grec, c'est retourner chez la mère patrie. Certains ultras et supporters du PAOK continuent de véhiculer aujourd'hui ce narratif. Et donc, c'est un déplacement qui va être très chaud parce que le poids de l'histoire est très important. On se souvient d'il y a 10 ans du parkage tonitruant et survolté de la Gate Fort du PAOK lors d'un match européen contre le Fener. Chant très patriote, drapeau grec exhibé. Récemment, on a eu un Olympiakos Fenerbahçe qui a été très chaud en Conference League. Donc c'est clairement des rendez-vous entre les clubs grecs et turcs qui sont attendus de part et d'autre, mais qui inquiètent l'UEFA et les pouvoirs publics nationaux. Il y a également une dimension plus grande à ce match qui est liée à la proximité, il me semble toujours actuelle, entre la Gate Fort du PAOK et les rivaux de Galatasaray, Beşiktaş et plus précisément Çarşı, le groupe de Çarşı du Beşiktaş. Je ne sais pas vraiment si elle est toujours d'actualité à 100%, mais il y avait vraiment une période où les deux groupes qui sont proches idéologiquement parlant, antifascistes, à tendance anarchiste, étaient vraiment très liés. Ça peut rajouter donc un peu de tension et de piment à la rencontre et au risque planant sur ce sulfureux Galatasaray-PAOK. Bien évidemment, j'ai évoqué surtout la Gate Fort, mais que dire de l'antre de Galatasaray avec les Ultraslan qui promettent aux Turcs une ambiance tellurique. On enchaîne avec un match de Conference League et la rencontre entre l'Omonia Nicosie et le Legia Varsovie qui aura lieu le 28 novembre. Alors là, on est sur un cocktail assez intéressant. Pourquoi cette rencontre entre un club phare polonais et un club chypriote est assez tendue, ou en tout cas fait planer ses perspectives? Le Legia Varsovie et ses ultras au sein de la Gileta sont bien connus pour leur haine du communisme et de la gauche, héritage historique et idéologique qui s'est répandu en réalité dans toutes les tribunes de Pologne. J'ai pu en parler lors des 2 premières vidéos de la saison, les 2 dernières, vous savez tout, si vous les avez suivies. Sauf que, hasard du tirage au sort, l'Omonia c'est historiquement, mais plus aujourd'hui,
Historiquement, le club de la Gate 9, un des groupes ultra phares de Lille, est totalement d'extrême gauche, pro-communiste. Il y a déjà eu par le passé des tensions et provocations entre ultras de l'Omonia et ultras de clubs polonais, en l'occurrence les ultras du Jagiellonia Białystok. Ça avait donné lieu à des passes d'armes politiques en tribune très ostensibles. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la Gate 9 ne supporte plus la section foot de l'Omonia pour des raisons de gouvernance et de propriétaire, vraisemblablement un désaccord et opposition à la direction et à la propriété du club. C'est pourquoi en 2018, la Gate 9, donc le groupe ultra historique, le fief historique de l'Omonia, a fait sécession de l'Omonia et a créé un autre club, le PAK Omonia, axé sur ses principes, ses valeurs et modes de gouvernance. C'est donc un groupe qui ne soutient plus l'Omonia, futur adversaire du Legia. Aujourd'hui, je crois que le groupe ultra de l'Omonia s'appelle Iskru, apparu en 2022, il me semble. J'ai aucune idée par contre si ce groupe a repris le flambeau idéologique de la Gate 9. Donc on n'aura pas de Gate 9 en tribune face aux supporters visiteurs du Legia, toujours très chaud en déplacement d'ailleurs. En revanche, il est là peut-être l'aspect tendu, c'est que peut-être que la Gate 9 de l'Omonia attendra de pied ferme les supporters polonais qui viendront à Chypre et en l'occurrence dans la capitale Nicosie. Ils ne supportent plus l'Omonia, mais ils sont quand même basés dans la même ville. Et ça, c'est un risque réel d'affrontement quand on sait en plus que ces ultra antifa de la Gate 9 sont ultra violents. Vraiment, c'est une violence décuplée et souvent hors de contrôle. Pareil, les hooligans du Legia, ils ne sont pas réputés pour faire dans la tendresse. J'aimerais pas être la préfecture de Nicosie, en tout cas, parce que c'est un peu le type de match où l'environnement et le risque de troubles à l'ordre public sont réels. Pas dans le stade, comme je l'ai dit, pas forcément. La Gate 9 n'allait plus là, mais aux alentours, dans les rues, dans les bars. Donc ça, c'est un rendez-vous qui est vraiment à surveiller. Je surveillerai également un autre match du Legia dans cette phase de Ligue de Conference League. Il aura lieu le 7 novembre cette fois-ci à Varsovie et qui opposera le Legia au Dynamo Minsk, club du Bélarus, de Biélorussie. Alors là, il faut suivre vraiment l'actualité géopolitique et internationale pour savoir que ce match, il est typiquement chaud pour les raisons que je vais évoquer. Et ça, les supporters notamment polonais le savent tous parce que c'est un sujet qui est très sensible en Pologne. Il y a eu cet été, et c'est un peu toujours latent aujourd'hui, une très forte crise à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ce sont des pays voisins. Cette crise, elle était instrumentalisée vraisemblablement par le régime de Loukachenko. Et en fait, c'est une pression migratoire faite sur la Pologne. Le Bélarus utilise son territoire, son pays, comme pays de transit des migrants qui veulent entrer dans un pays de l'Union européenne et faire en fait une pression migratoire et politique. C'est un truc qui est très vieux puisque dès 2021, le gouvernement polonais a mis en place des zones tampons pour freiner les afflux de migrants. Pourquoi la Biélorussie fait ça? Pourquoi en fait elle sert d'état transit? Rien d'étonnant, c'est un régime dictatorial qui a aidé la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, qui est totalement vassalisé par Moscou et qui est sous les sanctions des instances européennes comme l'UE. Donc c'est une vraie manœuvre de déstabilisation politique. Cette crise entre la Pologne et la Biélorussie, elle a pris un grave tournant en Pologne quand un demandeur d'asile a tué un garde-frontière polonais cet été, ce qui a suscité une vague d'émoi et de colère en Pologne dirigée contre les migrants, mais aussi contre le Bélarus, accusé de fomenter tous ces troubles. Et en tribune en Pologne, cette histoire a eu un écho, notamment la Gileta du Legia qui avait fait ce tifo, Refugees Welcome, un tifo qui est clairement sarcastique, en gros pour dire que ce sont ces gens-là de notre culture que la Pologne devrait accueillir. Bref, je m'étale, mais tout ça pour dire qu'il y a un contexte qui est vraiment très lourd autour de ce match. Et donc la venue d'un club du Bélarus dans ce contexte politique, voilà, c'est pas anodin, c'est à relever. Après, globalement, il y a un truc qui est aussi à noter, c'est que l'ensemble des ultras et hooligans de Biélorussie sont généralement anti-régime et donc généralement anti-Loukachenko. Donc c'est surtout la dimension géopolitique autour de ce match qui me fait le mettre dans cette liste. Mais voilà, c'est une rencontre qui sera à surveiller. Et puis c'est aussi, je trouve, une rencontre sportive qui peut être assez intéressante. Alors là, on passe sur du lourd. On est sur un triptyque où on fait difficilement pire en termes de gestion de risque et de supporters à risque. Les matchs de l'OL au Groupama, sans Ludogorets que j'ai pas mis, vont être très chauds à gérer parce qu'il y a des contagions de supporters un peu bouillants qui vont venir à des signes charpieux. Si je commence dans l'ordre, le 26 septembre, l'OL va recevoir l'Olympiakos. Alors pas de précédent à mon sens entre Lyonnais et Grecs, mais recevoir l'Olympiakos et l'ensemble de ces ultras formant la Gate 7, c'est clairement des groupes à risque qui se déplacent beaucoup et qui mettent beaucoup de passion dans leur match. Étant donné leur réputation, l'imprévisibilité aussi dont ils peuvent faire part, ça peut très bien se passer, comme ils peuvent dérailler, foutre la pagaille. Je pense que ce serait un match à risque, même s'il n'y a pas d'antagonisme particulier entre Grecs et Français et entre supporters lyonnais et du Pirée. Là, par contre, c'est un peu différent, puisque le 24 octobre, l'OL recevra Beşiktaş. Et alors, il y a un gros précédent, bien évidemment, ce sont les incidents de 2017 que tout le monde a en tête,
où des affrontements majeurs avaient eu lieu entre des supporters des deux camps, avec des Turcs qui étaient environ 15 000 au Groupama, et qui étaient beaucoup trop nombreux pour optimiser la sécurité du match. Invasion de la pelouse suite à des jets de pétards et des fumigènes des Turcs, bagarre en tribune et aux abords du stade, report du match de plus de 45 minutes. La presse turque et le pouvoir turc comme Erdogan se sont saisis de l'affaire, notamment en critiquant, je cite, les hooligans de Lyon qui ont attaqué les supporters turcs. Il faut savoir aussi que politiquement, les Ultra Charchi, donc du Beşiktaş, dont on parlera sur la chaîne prochainement, ne sont pas très proches de certains hooligans lyonnais qui avaient envoyé des messages aux Turcs avant leur rendez-vous, anti-Antifa, fuck Charchi. Et au stade en 2017, c'était la vraie pagaille avec des affrontements, des Turcs fans du Beşiktaş qui étaient venus notamment d'Allemagne, descendus jusqu'à Lyon. Il y avait notamment les Charchi Berlin. Bref, une faillite sécuritaire totale. Et à la suite de ce tirage au sort, des ultras de Beşiktaş ont voulu envoyer un message aux Lyonnais. Est-ce que vous êtes prêts, les ultras lyonnais, pour le round 2 ? Un message, voilà, littéralement, pour faire monter la sauce. Ça promet niveau tension pour ce match du 24 octobre prochain. C'était un match qui avait été classé au niveau de risque le plus élevé, 4 sur 4 par les autorités en 2017. Je pense qu'on va partir sur un même niveau de classement pour ce rendez-vous. Et s'il y a interdiction de venue des fans turcs, ce qui m'étonnerait un peu parce que là c'est quand même au niveau européen, ça ne changera pas grand-chose parce que d'abord la diaspora fan du Beşiktaş, elle est présente également en France. Et de deux, certains fans se déplacent peu importe l'interdiction. Les heurts peuvent survenir dans les rues aux abords du stade. Voilà, donc ça, ce sera vraiment à surveiller et ne brandissons pas tout de suite la menace de l'interdiction parce que c'est pas du tout forcément très efficace. Enfin, Lyon recevra Francfort le 12 décembre et là, c'est aussi un match qui promet, sportivement bien sûr, mais aussi au niveau supporterisme avec la venue des fans de Francfort. On se souvient de leur venue à Marseille qui avait été super bien encadrée en ville par les forces de l'ordre. Par contre, en tribune, c'était parti un peu dans tous les sens avec le parquage allemand qui était proche du virage nord dans le Vélodrome. Il y a eu des échanges de pétards et de fusées qui ont fait un blessé grave côté allemand, des saluts nazis visibles dans le parquage allemand. Quelques mois plus tard, ces supporters se sont rendus, les supporters de Francfort se sont rendus à Naples. Ils étaient pourtant interdits de déplacement au stade, au Maradona. Ça n'a pas empêché leur venue. Ils étaient 500-600 à déambuler dans Napoli. Et c'est parti en guérilla urbaine puisqu'une rencontre avait eu lieu avec des Napolitains. Et puis voilà, il y a eu des heurts, des affrontements, bref, des scènes très violentes voilà, qu'on ne veut tout simplement pas voir pour du football. Tout ça pour dire que, primo, Francfort, ce sont des clients, c'est très chaud, ça fait partie des ultras et des hooligans les plus puissants d'Europe et les plus difficiles à gérer, très clairement. Et secondo, les interdictions de stade ne servent à rien, puisqu'on le voit, certains incidents arrivent dans les rues ou sont organisés en dehors des stades, ce qui est peut-être même encore plus dangereux. Voilà. Donc, à Lyon, il va y avoir du monde qui va se ramener. Certains seront pas là pour faire dans la dentelle, et en plus, certains seront attendus par les hooligans lyonnais. Je crains un peu pour la préfecture du Rhône. J'avais fait un tweet qui a buzzé comme quoi elle serait un petit peu en PLS. Mais il y a de quoi avoir déjà des mots de crâne sur ce qui vient et le risque de précédent ou de création de précédent avec des supporters qui sont voilà, aussi très ancrés dans l'aspect conflictuel et la rivalité. Voilà, c'est absolument non négligeable et ça va être des matchs à surveiller, des matchs très tendus et on l'espère quand même aussi sur le terrain, des très beaux matchs. On passe à plusieurs matchs du Maccabi Tel Aviv, mais d'abord ce match-là contre l'Ajax qui est à surveiller, parce que c'est un match où les deux camps s'apprécient. Ajax-Maccabi en Ligue Europa, une entente entre les Ayyasides qui sont considérés depuis des décennies comme des juifs. Ils s'appellent de cette manière, Yoden et Super Yoden, on en avait déjà parlé. Et en fait, ils continuent d'entretenir la réputation d'être les porteurs de l'identité juive d'Amsterdam. Ce sont également des sionistes, les supporters de l'Ajax dans leur ensemble, donc totalement favorables à l'État d'Israël et à son existence. J'en avais déjà parlé sur la chaîne également avec par exemple ce drapeau israélien en marge d'un match de Ligue des Champions contre Valence. Et donc, cette sympathie ayyaside, elle trouve un écho notamment chez les ultras du Maccabi, dont les Fanatics, qui avaient par exemple félicité l'Ajax, je crois, pour un titre de champion avec un message en néerlandais. Ce match, il aura lieu à Amsterdam le 7 novembre, mais quand on connaît aussi la forte communauté musulmane présente à Amsterdam et aux Pays-Bas, la venue d'un club israélien peut aussi constituer un facteur de risque non négligeable. Je reste sur le Maccabi avec là deux matchs qui vont être totalement différents dans l'ambiance et le rapport avec les adversaires et les supporters adverses. D'abord face à la Real Sociedad le 24 octobre. Alors, il me semble que les matchs du Maccabi ne se dérouleront pas en Israël, contexte oblige, mais en Hongrie. Et on sait que les fans basques du Pays basque
sont globalement très attachés à la cause palestinienne. Et en l'occurrence, ça vaut très clairement pour les ultras de la Real Sociedad qui avaient fait une démonstration de soutien à la Palestine en Ligue des Champions, je crois que c'était l'an passé, pour protester contre les bombardements avec des draps blancs, du faux sang. Enfin voilà, c'était resté dans les esprits. Et à mon avis, c'est aussi resté dans les esprits des fans du Maccabi Tel Aviv, qui sont en plus réputés, les fanatics, pour être parmi les plus chauds d'Israël et aussi parmi les plus radicaux politiquement. Donc voilà, c'est une affiche qui s'inscrit dans un contexte politique tendu et on aura peut-être des messages en tribune, des réponses ou des échanges entre les deux camps. L'autre match très chaud pour le Maccabi, il va sans dire, c'est bien sûr le déplacement en Turquie sur la pelouse du Beşiktaş. Alors dans les faits, la Turquie, elle a eu depuis des années de très bonnes relations commerciales et économiques avec Israël, y compris le régime de Erdogan, pourtant si vindicatif à l'encontre de l'État hébreu. En revanche, au niveau du socle social de la population, elle soutient à fond la Palestine évidemment, la venue d'un club israélien à Istanbul, c'est quand même quelque chose. On fait difficilement pire en termes de match à risque. Donc lui aussi, ce sera un match très particulier. Est-ce que l'UEFA peut décréter des mesures exceptionnelles comme le huis clos total ou la délocalisation, à voir si c'est quelque chose de prévu dans ses statuts? Mais oui, là encore un match qui s'inscrit dans une tendance politique un peu délétère, qui avait déjà eu lieu d'ailleurs ce match en 2011 en phase de poule de la Ligue Europa. Dynamo Zagreb Celtic, ça ce sera en Ligue des Champions, ce sera pas tout de suite, le 10 décembre. J'ai mis celui-ci parce que c'est vraiment un match qui oppose deux clubs totalement différents, deux visions du supporterisme totalement différents aussi. Bad Blue Boys contre Green Brigade, des ultras un peu étendards du néonazisme européen en tribune, les Croates un peu héritiers des Oustachis, les fascistes croates des années 1930, contre la Green Brigade, anti-nazi, adepte des rhétoriques contre les ultras réputés fascistes. Ça c'est vraiment le genre de match un peu pourri sur le terrain dans le froid hivernal de Zagreb, qui peut par contre faire monter quelques degrés en tribune, quand on sait aussi les réseaux d'amis qu'entretiennent ces groupes et les gros antagonismes politiques inhérents à tous ces groupes-là. Allez, je termine cette vidéo par les matchs européens d'hiver à suivre, un peu pêle-mêle, bonus on peut dire ça. Peut-être que la vidéo elle sera déjà sortie, je crois que la vidéo sort à peu près au moment du match, mais au moment où vous regardez cette vidéo, normalement il y a Étoile Rouge Benfica, jeudi 19 septembre, match qui est très sympa à suivre avec un contexte qui est bien connu, c'est l'amitié historique entre le groupe des No Name Boys du Benfica et les Croates de la Torcida Split d'Hajduk. Il y a une badge d'ailleurs récemment qui a été visible honorant ce lien très fort entre les deux camps. On connaît bien sûr la rivalité entre ultras croates et serbes. On connaît aussi la puissance des ultras de l'Étoile Rouge qui pourraient chercher à s'en prendre au groupe, voler des badges, du matériel, etc. Voire à s'attaquer à des membres de la Torcida si certains ont fait le déplacement aux côtés des Portugais pour supporter le Benfica. Donc voilà, et puis une tentative d'attaque dans le sens inverse n'est pas action non plus. Donc ça, ce sera à surveiller. Et puis en plus, voilà, profitons aussi pour voir l'ambiance des déliés du Maracana dans un match en Champions League. Francfort-Ferencváros en Ligue Europa, ce sera aussi un gros match en tribune avec ce qui se fait peut-être de mieux en termes d'ambiance entre les deux pays. Et puis côté hongrois, il y a ces Green Monsters et ces hooligans très violents qui feront sans doute le déplacement. Lazio-Nice, les copains de l'Inter, ce sera le 3 octobre. Et oui, copains, parce que la Curva Nord de la Lazio, elle est jumelée historiquement à celle de l'Inter. Et puis, il y a aussi ce lien qu'on connaît très fort entre ultra-interistes et niçois. Je ne sais pas si cet intermédiaire Nerazzurro peut rapprocher les deux camps, mais voilà, je trouve que l'affiche est intéressante à suivre. Suivons également cette année en C1 les matchs de Stuttgart. Ils étaient 10 000 à Madrid cette semaine pour mettre la folie à Bernabeu. Ça va être fantastique à suivre parce que le virage des Commando Cannstatt, en plus à la maison, c'est un truc de taré. C'est vraiment une ambiance folle. Il y a aussi d'ailleurs des mecs très violents en déplacement, un gros contagion hooligan à Stuttgart. Le PSG d'ailleurs, un des clubs français, se rendra dans cette chaude ambiance du VfB Stuttgart en janvier 2025. Et puis il y aura des déplacements bien chauds pour Stuttgart chez l'Étoile Rouge notamment. Rapid Vienne, Étoile Rouge, Pana, Dynamo Zagreb, Celtic, Slavia Prague, Jagiellonia Bilbao, Copenhague, Sparta Prague, en Ligue des Champions d'ailleurs, sans compter la Roma, les Milanais ou Dortmund, si vous voulez de la grosse ambiance, du foot populaire comme on aime, des tribunes pleines, des stades pleins, des stades brillants, et parfois aussi les thématiques qu'on aime sur l'arena, toutes ces rivalités politiques, historiques, sociales, ultra. Voilà, faut suivre ces matchs parce qu'il y a tellement de choses palpitantes qu'on pourrait voir
cette saison en Coupe d'Europe qu'on pourra voir à mon avis, et je suis persuadé qu'on pourra même faire des petits débriefs, suivre un petit peu plus l'actualité chaude qui pourrait se dérouler dans ces matchs européens. Bien évidemment les amis, bien évidemment je compte sur vous pour partager vos matchs à suivre, hein. Je n'ai pas pu tout dire logiquement, donc voilà, c'est que ce soit des chocs, soit des matchs politiques, soit des grosses ambiances, tout simplement à domicile et à l'extérieur, soit des affiches que vous allez voir au stade cette année. N'hésitez pas à partager si vous allez voir des matchs en Ligue des Champions, bref, ou en Coupe d'Europe. Bref, partagez tout ça en commentaire les amis, voilà, je compte sur vous et puis ça permettra de faire la lecture, de vous répondre entre vous, donc voilà, ça peut être très très cool. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur l'Arena, c'était le 3e sujet de la saison, voilà, je le sors que le jeudi, excusez-moi pour le petit retard, malheureusement c'était impossible pour moi de la sortir lundi. Rendez-vous, je l'espère normalement, dans les bonnes conditions la semaine prochaine pour le retour d'Ultra Politique, le premier épisode de la saison. D'ici là, très très belle semaine à toutes et tous, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao ciao.